Le 10 août 1993, la Norvège se réveille en apprenant la mort brutale d'un jeune musicien de 25 ans, tué chez lui d'une vingtaine de coups de couteau. C'est un pays peu habitué aux faits divers sanglants et celui-ci va d'autant plus attirer l'attention que la victime est suspectée d'être en lien avec des crimes choquants, tous liés à une organisation mystérieuse, le Black Circle ou Cercle Noir. Comme promis, je vais poursuivre aujourd'hui ma série de vidéos sur les crimes en lien avec la musique et plus particulièrement le métal. Je me suis pas mal mise la pression pour cette vidéo parce que ça concerne des événements que je connais très bien, qui ont plus ou moins hanté ma jeunesse, sur lesquels je me suis énormément renseignée à l'époque. Du coup, niveau exigence avec moi-même, on est plutôt au maximum. D'ailleurs, ce sera certainement, enfin c'est sûr même la plus longue vidéo sur la chaîne, vous êtes prévenus. Et sinon, moi c'est Nelly, je fais des vidéos true crime sur cette chaîne, j'en fais 2 par mois, j'espère un jour passer à 1 par semaine, mais pour l'instant je n'y arrive pas. Je traite des affaires du monde entier, essentiellement des affaires anglo-saxonnes. Si ce programme vous donne envie, je vous incite à vous abonner à ma chaîne et pourquoi pas à liker la vidéo par avance si vous êtes déjà convaincu, comme ça vous n'oublierez pas à la fin. Je vais vous faire un très rapide disclaimer en 2 points, après on attaque. Je sais d'expérience que le sujet que je vais traiter aujourd'hui est sensible et controversé, donc il risque d'y avoir pas mal de commentaires, de gens qui ne connaissent pas, mais surtout, là je m'inquiète concernant ceux qui connaissent le sujet. Donc à ces gens-là, allez-y si vous souhaitez reprendre un détail, corriger quelque chose, il n'y a pas de problème. Les commentaires sont là pour ça, mais je ne tolérerai pas d'être rabaissée ou prise de haut ou méprisée. Donc j'attends de vous mesure et politesse quand même dans vos propos. Merci par avance. C'est une vidéo qui va contenir des passages choquants, très violents. Il y aura d'ailleurs pas mal de détails. Donc si ce n'est pas le genre de choses qui vous met à l'aise, je vous propose de vous divertir avec autre chose. Sinon, vous me suivez parce que juste après le générique que voici, on attaque l'affaire. Le groupe dont je vais vous parler aujourd'hui a popularisé dans les années 90 en Norvège un sous-genre de métal parmi les plus extrêmes et controversés, le black metal. C'est une musique agressive avec un tempo très rapide, beaucoup de distorsion et une atmosphère sombre et hostile. Ce qui se distingue aussi, c'est la production qui est volontairement de mauvaise qualité, en tout cas dans un premier temps, parce qu'aujourd'hui ça a changé. Mais elle était de mauvaise qualité afin d'obtenir un son vraiment difficile d'accès pour rendre la musique très élitiste. Mais dans le black metal, il n'y a pas seulement la musique qui fait parler, loin de là. L'imagerie, l'univers qui entoure ce style de musique est primordial. Au-delà des fringues qui sont souvent noires et en lambeaux, au-delà des make-up appelés corpse paint qui sont censés reproduire l'apparence d'un cadavre, c'est surtout l'état d'esprit qui est hyper important. Cet état d'esprit se veut hautement misanthrope, nihiliste et prônant la noirceur et la destruction. Autre aspect primordial, le black metal est très solidement ancré dans ses terres d'origine, la Scandinavie et plus particulièrement la Norvège, ainsi que dans son histoire. Les paroles des chansons des morceaux black metal tournent souvent autour des descriptions de l'atmosphère des forêts enneigées, de la beauté de la nuit dans ces contrées, ainsi que de la religion originelle des pays du nord de l'Europe, à savoir le paganisme. En effet, ce n'est que pendant le 1er siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire pendant l'ère viking, que la Scandinavie est entrée en contact avec le christianisme via des opérations d'évangélisme. Avant cela, les peuples du Nord pratiquaient un paganisme polythéiste, donc avec plusieurs dieux. L'idée selon laquelle le paganisme est la seule vraie religion légitime en Norvège est une idée très répandue parmi les acteurs de la scène black metal. Ils voient le christianisme comme une religion imposteur et ça explique en grande partie leur attrait
pour l'antichristianisme et le satanisme. Les fondateurs de la scène black metal scandinave n'ont cependant jamais pratiqué le satanisme comme une religion organisée, comme par exemple elle est présentée dans un livre comme la Bible de Satan d'Anton LaVey. Ce n'étaient pas des satanistes pratiquants. L'imagerie sataniste reste cependant indissociable du black metal norvégien de cette époque, et c'était en fait devenu le vecteur idéal pour exprimer leur opposition au monde moderne. Tout commence à Langhus, un village au sud d'Oslo, la capitale de la Norvège. C'est là que grandissent Jørn Stubberud et Kjetil Mannheim. Avec Jørn à la basse et Kjetil à la batterie, ils forment en 1980 un premier groupe qui s'appelle Musta. Ça veut dire noir en norvégien. Ils sont alors influencés par les premiers groupes de la vague black metal, Venom et Bathory. Cette influence va les pousser à rechercher à avoir une attitude toujours plus provocatrice et un son toujours plus rapide et agressif. Ils font la connaissance d'un jeune guitariste originaire de la ville voisine de Ski qui s'appelle Øystein Aarseth. Ils ont les mêmes ambitions et se font la même conception de la musique et du coup, ils forment ensemble en 1984 le groupe Mayhem, qui veut dire chaos en anglais. Ils sont rejoints pour le chant par un certain Erik Norheim. Ils donnent un premier concert en avril 85. Ce premier concert, il est donné dans le cadre d'un concours qui vise à faire émerger des groupes locaux. Leur performance est extrêmement bordélique et provocatrice. Il y a même Øystein, donc le guitariste, qui montre ses fesses au public. Ils vont arriver évidemment en dernière position du classement des groupes qui jouent ce soir-là pour le concours, mais ils en sont plutôt contents parce que leur but c'est clairement pas de plaire au plus grand nombre. Malgré ce premier concert désastreux, Mayhem va quand même réussir à développer son influence avant même d'enregistrer quoi que ce soit, et ce grâce à un fan de la première heure et propriétaire d'un fanzine qui s'appelle Slayer, à ne pas confondre avec le groupe évidemment. Ce mec-là, il s'appelle Jon Christiansen, dit Métallion, et il va vraiment beaucoup aider Mayhem à se développer et à se faire connaître en parlant d'eux dans son fanzine. Un fanzine, si vous voulez, c'est la version amateur d'un magazine et en général, c'est développé par des gens qui s'intéressent à des courants, des sous-genres extrêmes de musique dont on ne parle pas dans les grandes publications traditionnelles. C'est à cette époque, vers 1987, que les membres de Mayhem vont se choisir des pseudos. Le but, c'est évidemment de paraître plus diabolique, mais aussi de faciliter la prononciation parce que les prénoms norvégiens, pour les non-norvégiens, c'est pas évident. Vous l'avez vu avec moi d'ailleurs dans cette vidéo. Le guitariste Øystein Aarseth devient Euronymous. Jørn, le bassiste, devient Necrobutcher. Le batteur Kjetil va utiliser son nom de famille, Mannheim. Et Erik Norheim, le chanteur de l'époque, va choisir Messiah. Ils sortent en 1986 Pure Fucking Armageddon et c'est une compilation d'enregistrements de répétitions avec une production extrêmement rugueuse, de faible qualité si vous voulez, et ça leur vaudra plutôt des critiques négatives des quelques fanzines qui daignent en parler. C'est l'année suivante, en 1987, et avec la sortie de Death Crush, que le groupe commence vraiment à se faire une place dans le milieu underground du métal scandinave. Et leur imagerie commence vraiment à se définir, et c'est clairement à base de satanisme et d'imagerie gore. D'ailleurs, concernant leur sortie Death Crush, il y a une anecdote. La pochette de l'album était censée être rouge. Ils ont fait appel à un imprimeur pas trop cher a priori et tout est sorti rose fluo. De base, ils étaient vraiment pas contents, mais finalement, avec le recul, ils se sont rendus compte que le rose fluo, avec l'image des mains coupées, ça créait un contraste hyper choquant et ils ont kiffé. Cette année-là, en 1987, le batteur Mannheim ainsi que le chanteur Maniac qui avait rejoint le groupe pour Death Crush décident de quitter le groupe. Kjetil, il veut surtout reprendre une vie plus ordinaire. Et Maniac va se faire interner en asile suite à une tentative de suicide. Mais tout le monde reste en bons termes et il continue à correspondre par lettres.
Mayhem recrute alors Jan Axel Blomberg, dit Elhammer, à la batterie, et le poste de chanteur reste vacant. Un peu plus tard, dans l'année 1987, Jorn, donc Necro Butcher, va recevoir un colis de la part d'un jeune fan de Mayhem qui est en Suède. Quand il ouvre le colis, il remarque tout de suite que ça pue. Et pour cause, à l'intérieur, il va tomber sur le cadavre d'une souris mise sur un petit bâton de bois en forme de croix, un petit peu mise en croix comme si c'était le Christ. Et c'est en train de pourrir. Avec ce cadeau un petit peu original se trouve une cassette sur laquelle il y a les enregistrements d'un groupe suédois qui s'appelle Morbid. Jorn est tout de suite époustouflé par le chant qu'il entend. C'est hyper douloureux, c'est strident, hyper hostile et ça correspond exactement à ce qu'il cherche pour Mayhem. L'auteur de ce chant particulièrement extrême s'appelle Per Yngve Öhlin et il va être invité à rejoindre Mayhem au chant. Le jeune Suédois de 18 ans que tout le monde appelle Pelle et pas Per, il va donc quitter son pays et tout laisser derrière lui, sa famille, ses amis, ses études, pour rejoindre la Norvège et les membres du groupe Mayhem. Il est vite évident pour tout le monde que le nouveau chanteur de Mayhem ne fait pas semblant d'être sombre. Il est obsédé par la mort depuis qu'il s'est fait tabasser par des types dans son collège et que, suite à ça, il a eu une rupture de la rate. Par pudeur, il préférera raconter autour de lui qu'il a eu cette blessure en faisant une chute sur la glace. En tout cas, cette grave blessure l'a plongé dans un coma profond et il aurait vécu une expérience de mort imminente. L'expérience de mort imminente, c'est un état de conscience altéré qu'on peut rencontrer lorsqu'on est dans un coma profond et qui nous donne la sensation d'être entré dans le monde des morts. Pelle est certain d'y être rentré et ça l'a marqué pour toujours. Depuis, il s'acharne à être au plus près d'un état de mort. Il va se nourrir très peu afin d'être le plus maigre possible, le plus pâle possible aussi. Et il va également se maquiller, faire ce qu'on appelle des corpse paint, des peintures de cadavres. Et il va aussi prendre l'habitude d'enterrer les vêtements qu'il compte porter en concert afin qu'ils sentent la terre, qu'ils sentent comme les choses qui sont sous la terre, comme les cadavres quoi. Il avait aussi pris l'habitude de trimballer avec lui des petits sachets en papier où il mettait des cadavres de petits animaux morts en état de décomposition et il ouvrait le sachet et il inhalait cette odeur avant d'enregistrer de la musique ou avant de monter sur scène, dans le but de s'immerger le plus près possible de la mort et de s'en imprégner au maximum. Tout ceci va servir de catalyseur à la création de son personnage scénique qui s'appelle Dead, tout simplement. C'est d'ailleurs lui qui dorénavant va écrire les paroles de Mayhem. Jusque-là, c'était surtout Jorn qui s'en chargeait, mais celles de Dead sont beaucoup plus tournées vers la mort et l'occulte. Elles ont aussi un aspect plus personnel, donc ça convient encore mieux au groupe. C'est Euronymous qui va prendre en main l'image du groupe. Il a vraiment de grandes ambitions pour celui-ci. Et il va vite rencontrer des problèmes en travaillant avec Dead. Parce que les deux ont des visions très différentes de la musique et de la manière de faire. Euronymous, comme je vous ai dit, il a de très grandes ambitions, il est ultra perfectionniste et ça va pas du tout le déranger de rester par exemple des mois enfermé en studio avant de sortir quoi que ce soit. Dead de son côté est beaucoup plus impatient, beaucoup plus spontané. Il va souffrir de la lenteur des choses et le processus de création ainsi que le rythme de concert, rythme assez espacé de Mayhem ne va pas bien lui convenir. Il n'a pas les mêmes rêves de grandeur qu'Euronymous. Lui, ça lui suffit de juste faire de la musique. Ça va pas assez vite à son goût. À cette époque, le groupe va trouver son QG. C'est une grande ferme en bois dans un village du sud d'Oslo qui s'appelle Krogstad. Ils vont bien sûr y installer leur studio de répétition, mais même y vivre, en tout cas tous sauf Jorn qui a un travail et donc un logement à l'extérieur. Mais Euronymous, Dead et Elhammer, en tout cas dans un premier temps, vont s'y installer pour y vivre. L'ambiance, elle devient vite assez tendue entre eux et Elhammer, lui, préfère carrément se barrer assez vite et retourner vivre chez sa mamie.
Euronymous n'y est pas trop souvent non plus puisque ses parents habitent juste à côté dans la ville de Ski et du coup il y retourne souvent. Le seul qui n'a vraiment pas le choix et qui va se retrouver à vivre plus ou moins seul dans cette grande ferme en bois, eh bien c'est Dead. Puisque toute sa famille est en Suède et qu'il n'a absolument aucune attache en Norvège. Mayhem va donner son premier concert avec Dead au chant à Jessheim en 1990. Le groupe s'est clairement radicalisé visuellement. D'ailleurs, ils vont installer des têtes coupées de porc empalées sur des grands pics qu'ils vont installer sur la scène et sur lesquels ils vont plus ou moins s'acharner, donnant des coups dedans, les balançant à travers la scène et tout. Pendant qu'ils jouent le morceau Freezing Moon, qui est vraiment leur titre phare, Dead décide de commencer à les bras afin de faire gicler du sang sur les personnes présentes à l'avant dans le public. Mais Necro Butcher avait fait exprès de lui donner un couteau dont la lame était émoussée afin qu'il ne se blesse pas trop. Mais il avait clairement sous-estimé la volonté de Dead à se faire du mal. Parce que celui-ci, voyant que le couteau ne coupe pas assez, il va casser une bouteille en verre et utiliser les tessons pour se les bras. Certaines personnes du public trouvent la performance trop choquante et vont quitter les lieux. D'autres, par contre, sont complètement époustouflés par autant de radicalité et de dévouement à l'esprit black metal et ils vont rester jusqu'au bout. Euronymous, qui est toujours extrêmement préoccupé par l'image du groupe, est ravi de la performance de Dead. Il trouve que ça colle exactement à ce vers quoi il veut mener Mayhem et il l'encourage à continuer dans cette direction. Necro Butcher est pas d'accord et il doute un peu que le potentiel succès de Mayhem vaille vraiment le coup de se blesser gravement, voire de se tuer sur scène. Deux visions s'opposent alors au sein du groupe et il y a des tensions qui vont commencer à émerger entre Necro Butcher et Euronymous. Début avril arrive le week-end de Pâques et tous les membres du groupe rentrent donc dans leur famille pour célébrer cette fête. Tous sauf Dead, bien sûr, qui reste seul à Krogstad. Juste avant de partir, Elhammer va croiser Dead en ville et il racontera que celui-ci lui a dit avoir acheté un nouveau couteau et qu'il décrira la lame à plusieurs reprises comme très tranchante. Le 8 avril 1991, à son retour de week-end, Euronymous constate que la maison est fermée et que personne ne lui répond. Il utilise alors une échelle pour accéder à la chambre de Dead qui a laissé une fenêtre ouverte. Il va alors découvrir un spectacle macabre. Dead gît dans son sang sur son lit avec un fusil à pompe juste à côté de lui. Tout s'est passé la nuit précédente. Il s'est d'abord au couteau avant d'aller se balader en forêt en laissant le sang couler. Mais il a trouvé que la mort n'arrivait pas assez vite, donc il est retourné dans sa chambre et il s'est emparé d'un fusil à pompe qui était là dans la maison depuis le départ, depuis qu'ils avaient emménagé. Il s'est installé sur son lit et il s'est tiré une avec le fusil de chasse. Face à ce spectacle, Euronymous ne va pas adopter l'attitude qu'on attend de lui. Il ne va pas appeler la police immédiatement. Il a une autre idée, quelque chose qui pourrait l'aider à faire parler de son groupe. Il se rend dans la ville voisine où il achète un appareil photo jetable et il revient dans la chambre de Dead. Et il va se mettre à prendre des photos du cadavre de celui qui était son ami. Certes, ils se disputaient, mais c'était quand même son ami et c'était aussi le chanteur de son groupe. Il est dit qu'Euronymous a pris la peine de réarranger les couteaux, le fusil ainsi que même le corps de Dead afin que ça rende mieux en photo, faire une petite mise en scène. Il se vantera aussi d'avoir un bout de cervelle de Dead, ainsi que d'avoir collecté des morceaux de son crâne afin d'en faire des colliers qu'il distribuera aux gens en qui il a confiance, à ceux qu'il estime être les vrais défenseurs de la cause black metal. Il dira plus tard qu'il s'agissait en réalité d'os de poulet, mais on ne saura jamais la vérité. Par contre, ce dont on est sûr, c'est qu'il y a bel et bien une des photos prises par Euronymous ce jour-là qui servira de pochette
pour l'album Dawn of the Black Hearts de Mayhem. Après tout ça, Euronymous va quand même téléphoner à Necro Butcher pour lui annoncer la nouvelle. Et il va lui dire « Pelle est rentré à la maison ». Necro Butcher va demander « Ah bon, il est rentré en Suède ?» Et Euronymous va lui répondre « Non, il s'est... » Euronymous, lors de la conversation, est particulièrement détendu et froid, mais en même temps, il est super excité à l'idée de raconter à Necro Butcher ce qui s'est passé et ce qu'il a fait et ce qu'il compte faire des photos et des morceaux de crâne. Necro Butcher va être outré par l'attitude d'Euronymous. Il va carrément quitter le groupe en apprenant l'histoire des photos et des petits bouts de crâne pour faire des colliers. Et il va dire à Euronymous qu'il c'est même pas la peine de le recontacter tant qu'il est encore en possession de ces trucs-là. Per Yngve Ullin, plus connu sous le nom de Dead, est donc mort à l'âge de 22 ans. Une note de sera retrouvée dans sa chambre. Elle indique « Excuse all the blood », désolé pour tout le sang. Les raisons de son ne sont pas claires, mais il paraît évident que son état profondément dépressif ainsi que son attirance pour la mort ont joué. Pelle aurait été en réalité atteint d'un syndrome extrêmement rare qui s'appelle le syndrome de Cotard. Ceux qui en souffrent manifestent des épisodes mélancoliques et ou dépressifs extrêmement violents, ainsi que des délires à base d'hypocondrie, vous savez, c'est ce qui consiste à s'inventer des maladies, comme la négation de leurs propres membres ou organes. Ils sont persuadés que ceux-ci sont manquants, qu'il leur manque un membre ou un organe, ou bien que leurs organes sont en train de pourrir à l'intérieur. Chez Dead, ça se traduisait par la conviction que son corps était gelé de l'intérieur depuis qu'il avait eu son expérience de mort imminente. Et il voulait s'en rapprocher à tout prix via l'automutilation et tous ses efforts pour ressembler à un cadavre. Le tueur en série Richard Chase était également atteint du syndrome de Cotard, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il se nourrissait d'animaux crus, parce qu'il pensait que ça allait empêcher son cœur d'arrêter de battre. Il croyait que son cœur allait arrêter de battre à tout moment. Quoi qu'il en soit, Dead a apporté énormément à Mayhem, un groupe qui n'aurait pas atteint les sommets du sombre qu'on lui connaît, et ce grâce à sa voix, sa présence et sa personnalité torturée et unique. C'était un être entier et intense comme il en existe peu. Pelle est enterré au cimetière de Enskede en Suède. Necro Butcher, qui avait vraiment été choqué par l'attitude d'Euronymous après la mort de Dead, va bel et bien assister aux funérailles, tandis que Euronymous et Elhammer ne vont même pas se déplacer. L'attitude de Euronymous suite à la mort de Dead n'a pas choqué que Necro Butcher. Il est même allé jusqu'à raconter qu'il l'avait tué lui-même afin de renforcer son personnage sombre d'Euronymous et aussi de faire parler de son groupe. Il tentera aussi de tirer profit de cette mort en expliquant que Dead s'est tué par dégoût des faux fans qui s'accaparaient la scène black metal. Euronymous, en faisant croire que Dead s'était tué pour une cause que lui-même défend, fait en fait du chantage sur les gens en expliquant en gros que si on n'est pas d'accord avec lui, c'est un petit peu comme si on n'était pas d'accord non plus avec Dead du coup, et que celui-ci se serait donné la mort pour rien. Alors qu'en réalité, Dead en avait vraiment rien à foutre de ces histoires de scène black metal et de radicalité, lui voulait juste faire de la musique. Il ne mystifiait absolument pas le groupe et la scène black metal. Et il ne partageait pas la vision d'Euronymous. Sa noirceur à lui était bien plus personnelle et ancrée en lui, et il ne s'agissait pas de créer une légende autour d'un groupe de métal. Tout ça était très éloigné des ambitions de succès d'Euronymous. À l'été 91, seulement quelques mois après le de Dead, Euronymous est ravi d'accomplir enfin un de ses rêves, c'est-à-dire ouvrir sa boutique de disques. Le lieu est situé à Oslo et s'appelle Helvete, qui veut dire enfer en norvégien. La boutique n'a pas seulement une visée lucrative pour ramener de l'argent à Euronymous et au groupe, c'est aussi un vecteur de lien social. C'est un point de rendez-vous pour tous les amateurs de black metal, musiciens et fans. Ils prennent l'habitude de se retrouver dans le sous-sol du Helvete où ils passent leur soirée à boire et à écouter de la musique, mais aussi à planifier le futur de la scène black metal.
Ce monde fermé peuplé d'élus s'appelle le Inner Black Circle, le cercle noir interne, mais on peut juste dire cercle noir. Euronymous gère son label Death Like Silence Productions depuis la boutique Helvete. Il choisit lui-même les groupes qu'il intègre sur son label et il en est très fier. Cependant, les capacités d'entrepreneur de Euronymous ne font pas du tout l'unanimité. Des membres de son entourage qui l'ont aidé à ouvrir la boutique ou à financer sa musique commencent à se plaindre de ne pas avoir de retour sur investissement, ni en production concrète de musique, ni en remboursement. Les longues périodes d'inactivité de Mayhem n'aident pas à redorer le blason d'Euronymous et à lui enlever cette réputation de mec dont les paroles sont rarement suivies d'actes. En parallèle, il se dit qu'Euronymous devient de plus en plus adepte des menaces dès que quelqu'un s'oppose à lui. Il en vient très vite à menacer de mort les gens. Ces menaces, elles sont plus ou moins ignorées par les gens qui les reçoivent, déjà parce qu'ils imaginent que Euronymous n'est absolument pas capable de passer à l'acte, et puis parce que ils ont envie de rester dans le cercle noir, donc ils n'ont pas envie de s'en faire dégager. Euronymous œuvre beaucoup à faire croire que le cercle noir compte beaucoup plus de membres qu'il n'en a réellement, pour le faire paraître beaucoup plus menaçant et dissuasif. En réalité, il n'y a qu'une vingtaine de membres, et le cercle noir n'en accueille que très rarement de nouveaux. L'un des rares individus à avoir l'honneur de rejoindre le cercle noir est un musicien de 18 ans originaire de Bergen en Norvège qui s'appelle Christian Vikernes. Il a un projet solo dans lequel il joue de tous les instruments et dans lequel il chante également, qui s'appelle Burzum, et ce groupe a beaucoup impressionné Euronymous lorsqu'il l'a écouté. Il propose alors à Vikernes de rejoindre son label, mais aussi de rejoindre Mayhem au poste de bassiste. Très rapidement, Christian Vikernes va changer officiellement son prénom. Il va opter pour Varg, qui veut dire loup en suédois, mais il se fera aussi souvent appeler Count Grishnak. Ce n'est pas pour rien qu'il rejette son prénom Christian. Il est farouchement anti-chrétien et se revendique néo-païen. Son arrivée va vraiment marquer un tournant décisif dans l'idéologie de Mayhem. Le christianisme est une religion qu'il estime illégitime en Norvège. Et il va s'atteler à dispenser cette idéologie autour de lui et ça va plus ou moins bien prendre dans l'Inner Black Circle et dans la scène black metal. Autant de base, le black metal utilisait l'antichristianisme plus comme une idéologie anti-système et provocatrice, autant avec l'arrivée de Varg, les choses vont devenir plus sérieuses et concrètes. Il s'agit maintenant d'une vraie idéologie politique et religieuse qu'il s'agit de défendre au mieux si on le veut mériter sa place au sein du cercle noir. Le 6 juin 1992, la Stave Church, ce sont des églises en bois, de Fantoft, est détruite dans un incendie criminel. La police et les médias ne vont pas réussir à établir de lien formel entre la destruction de cette église et la communauté black metal d'Oslo. Mais Varg va être rapidement soupçonné à cause de ses idées anti-chrétiennes et aussi à cause du fait que Bergen, c'est sa ville d'origine. Ces bâtiments historiques magnifiques et parfois vieux de plus de 800 ans vont continuer de brûler partout en Norvège et un petit peu en Suède. Mais un événement bien plus grave va venir surpasser en horreur tous ces événements. Parmi les membres réguliers du Cercle Noir se trouve un certain Bard Gurdvik Eitung, plus connu sous le nom de Faust. C'est le batteur du groupe de black metal norvégien Emperor. À l'époque, il travaille au Helvete depuis 1 an et il est proche d'Euronymous ainsi que de ses idées radicales. C'est un jeune homme de 18 ans, sombre et taciturne, obsédé par les films d'horreur, les serial killers et la violence. Il est rapporté qu'il a dit à plusieurs reprises vouloir tuer quelqu'un juste pour savoir ce que ça fait. Le soir du 21 août 1992, alors qu'il est retourné à Lillehammer rendre visite à sa famille, il sort boire une bière dans un bar
du quartier du Parc Olympique de la ville. Lorsqu'il sort du bar, un homme d'une trentaine d'années, qu'il avait certainement vu alors qu'il était dans le bar, le suit et s'approche de lui afin de lui faire une proposition d'ordre sexuel. Faust va accepter, mais lui expliquer qu'il préfère qu'il s'éloigne un peu et aille dans un endroit plus reculé. Les deux hommes se rendent alors dans une zone boisée aux alentours du Parc Olympique. Là-bas, Faust va sortir un couteau qu'il avait sur lui et poignarder l'homme à 37 reprises. Il laisse le cadavre au sol et rentre chez sa mère, où il va laver ses vêtements puis aller se coucher. La victime s'appelait Magne Andreasen et avait 33 ans. De retour à Oslo le lendemain, Faust va parler du meurtre à Euronymous et à Varg. Les deux musiciens l'auraient félicité et il se dit même qu'il lui aurait proposé de prendre part à un incendie d'église dès le lendemain afin d'en quelque sorte le récompenser. D'ailleurs, au matin du 23 août 1992, la chapelle de Holmenkollen s'embrase. Plusieurs églises en bois et chapelles sont détruites par les flammes durant l'année 1992 et début 1993 en Norvège et en Suède. On saura par la suite que certains incendies sont bel et bien l'œuvre de membres du Cercle Noir, mais que d'autres ont été commis par des groupes totalement indépendants de la scène black metal norvégienne. En janvier 1993, Varg Vikernes décide de capitaliser sur les récents événements afin de continuer de promouvoir la scène black metal et de s'assurer de son image intimidante. Avec l'accord d'Euronymous, il donne une interview à des journalistes dans son appartement, durant laquelle il va expliquer que le meurtre de Magne Andreasen ainsi que certains incendies d'église sont l'œuvre d'un groupe antichrétien appelé le Cercle Noir. Il ne donne aucun nom et prend garde à ne pas s'incriminer directement, mais cela va quand même suffire à attirer l'attention de la police qui cherche alors à résoudre ces crimes restés impunis. Varg expliquera avoir exagéré beaucoup de choses et même avoir inventé certaines choses dans le but d'aider Euronymous à renflouer les caisses avec son groupe et son magasin en attirant l'attention sur la scène black metal. Mais le journaliste va tout prendre au sérieux et aller tout raconter à la police. Le jour même de la sortie de l'article avec l'interview dans un journal local de Bergen, Varg est arrêté. Il est emmené pour être interrogé. Il réfute absolument tout ce qu'il a dit aux journalistes et explique qu'il cherchait juste à faire la promotion de son nouvel album. Il reste en détention provisoire durant 6 semaines avant d'être relâché en mars 1993 par manque de preuves. En mars 1993, justement, juste après sa libération, Varg sort un nouvel enregistrement de son groupe Burzum qui s'appelle Aske, qui veut dire cendre en norvégien. Un nom qui rentre en résonance avec les incendies d'église. Mais ce n'est pas tout. Alors qu'il est soupçonné d'être en lien avec justement les incendies d'église, il utilise comme pochette d'album pour son enregistrement Aske une photo de l'église de Fantoft en cendres. Les 1000 premiers exemplaires de l'album seront d'ailleurs vendus avec un briquet. Même si Varg insistera pour dire qu'il a donné cette interview avec l'accord d'Euronymous, celui-ci vit très mal l'attention médiatique, panique un peu et décide de même fermer son magasin Helvete, certainement sur demande de ses parents. Il veut attendre que les choses se tassent. Mais les choses ne risquent pas de se tasser, car juste après la libération de Varg, en plus de la sortie de son album Aske, très provocatrice, il y a le gros magazine de métal Kerrang qui va sortir un article sur le black metal norvégien avec un énorme titre meurtre, satanisme, incendie d'église, la sombre vérité sur le black metal, avec Varg en couverture. Ces rumeurs ne sont donc plus seulement locales en Norvège, mais prennent une ampleur internationale. Le torchon brûle réellement entre Varg et Euronymous, ce dernier étant furieux de voir toute cette attention médiatique sur lui et surtout de voir la police le soupçonner. Varg s'irrite de cette attitude car il lui dit qu'il a fait ça pour lui, pour l'aider, pour attirer l'attention sur son magasin et sur son groupe, pour l'aider à faire de l'argent.
Varg estime avoir fait de la prison pour rien, puisque au lieu de capitaliser sur l'attention médiatique grâce aux articles, grâce à l'interview qu'avait donnée Varg, Euronymous a préféré fermer sa boutique. Il lui en veut, il trouve son attitude stupide et lâche, et surtout indigne d'un leader de la scène du black metal, qui donc écouterait ses parents quand ils lui demandent de fermer sa boutique. Aux yeux de Varg, Euronymous démontre encore une fois que sa parole ne vaut rien, et qu'il est trop trouillard pour entreprendre quoi que ce soit. Varg commence à envisager de monter son propre label afin de quitter celui d'Euronymous. Varg ne veut plus avoir rien à voir avec Euronymous et d'ailleurs celui-ci commence à perdre pas mal de son aura auprès des membres du Cercle Noir. Euronymous n'ignorait pas que le vent avait tourné, que les gens qui l'admiraient à une époque lui préféraient plus ou moins aujourd'hui Varg, qui passait pour plus radical et courageux. Et il s'est mis à beaucoup lui en vouloir, car pour lui, tout ça était de sa faute. Concernant la partie qui va suivre, je dois vous faire un disclaimer. Je me suis basée sur la version extrêmement détaillée de Varg, qui forcément va avoir tendance à mettre les choses plus à son avantage. Donc n'imaginez pas que c'est moi qui le défends, c'est juste que je me base sur sa version qui a le mérite d'être détaillée et surtout qui a le mérite d'exister. C'est parti. Dans ce climat de tensions extrêmes, il y a une rumeur qui commence à circuler, selon laquelle Euronymous a l'intention de tuer Varg. Il compterait l'attaquer avec un taser, le ligoter, l'emmener en forêt où il le torturerait à mort tout en filmant toute la scène afin de faire un snuff movie. Varg a vite vent de ces rumeurs parce que Euronymous s'est confié à des gens qui a priori ne le tenaient plus trop en estime et qui se sont empressés d'aller tout raconter à Varg. Varg expliquera qu'il aurait très bien pu imaginer qu'encore une fois Euronymous parlait dans le vent et qu'il ne comptait absolument pas passer à l'acte. Mais il dit qu'il y a quelque chose qui lui a quand même mis la puce à l'oreille et l'a laissé penser que cette fois-ci, il était peut-être sérieux. En effet, cette fois, Euronymous n'en avait pas parlé à absolument tout le monde. Il avait quand même sélectionné les gens à qui il avait confié son projet de tuer Varg. C'était des gens de confiance. Alors, il a eu tort de leur faire confiance, puisqu'ils se sont empressés de tout répéter à Varg. Mais tout de même, cette fois, il avait été plus prudent. Donc Varg s'est dit que cette fois-ci, il était sérieux. En plus de ça, Euronymous commençait à se montrer capable de violence parce qu'en août 93, par exemple, il avait écopé de quelques mois de prison après avoir attaqué au tesson de bouteille des types dans un bus parce qu'ils avaient mal regardé sa copine. Pour couronner le tout, à cette époque, Varg Vikernes hébergeait Snor, le nouveau guitariste de Mayhem. Celui-ci, alors qu'il était chez Varg, a un jour reçu un coup de fil d'Euronymous. Coup de fil que Varg a entendu, dans lequel Euronymous disait vouloir en finir pour de bon avec lui. Alors, quand il reçoit une lettre d'Euronymous lui proposant de se voir une dernière fois afin de régler les histoires de label et de contrat, Varg s'imagine qu'Euronymous cherche à lui tendre un piège afin d'exécuter son plan macabre. Vikernes décide alors de prendre les devants et de se rendre chez lui. Il explique qu'à la base, il comptait seulement lui rendre ses contrats et potentiellement lui casser la gueule pour lui faire passer l'envie de s'en prendre à lui. Snor décide d'accompagner Varg chez Euronymous parce qu'il a envie de lui faire écouter des nouveaux riffs de guitare. Les deux hommes prennent la route aux alentours de 21h, Snor conduisant pendant que Varg dort sur la banquette arrière. Pour être plus à l'aise alors qu'il dormait dans la voiture, il explique avoir retiré sa ceinture sur laquelle était accroché un couteau, un assez gros couteau, qu'il portait toujours avec lui, en plus d'un petit couteau un peu pourri qu'il avait toujours dans sa botte. Le trajet entre Bergen et Oslo dure environ 6 ou 7 heures, et ils arrivent devant l'immeuble d'Euronymous dans le quartier de Toyengata aux alentours de 4 heures du matin. À noter que ça peut paraître bizarre de débarquer comme ça à l'improviste chez quelqu'un dans la nuit, mais que pour eux, ça l'était absolument pas, ils le faisaient tout le temps. Ils étaient des animaux nocturnes, si vous voulez. Lorsqu'ils arrivent à destination, Snor va rester à l'extérieur pour fumer une cigarette et Varg va aller sonner à l'interphone. Dans un premier temps, Euronymous, qui est en train de dormir, va l'envoyer balader, lui dire de revenir une autre fois, mais Varg va insister
à propos des contrats à signer pour en finir une bonne fois pour toutes. Il monte les étages de l'immeuble d'Euronymous et lorsqu'il arrive sur le palier de son appartement, il est là, il l'attend, il porte uniquement un slip, il était en train de dormir et il a l'air extrêmement nerveux. Varg imagine qu'il n'est pas très à l'aise de voir son ennemi devant lui comme ça débarquer en pleine nuit. Varg lui remet alors les contrats tout en lui demandant ce que c'est que ce bordel à propos des menaces de mort et en parlant, il s'avance un peu. Le voyant se rapprocher, Euronymous va paniquer et va lui porter un coup de pied en hauteur, un high kick au niveau de la poitrine. Varg va encaisser le coup et va repousser Euronymous qui va venir s'éclater contre la porte. Euronymous, après quelques secondes, se relève et va se précipiter dans la cuisine. Varg est déjà venu chez Euronymous, donc il sait que dans la cuisine, il y a des couteaux qui sont à portée de main. Il va donc décider de sortir son petit couteau dans sa botte, puisque son grand couteau est resté dans la voiture. Il va réussir à empêcher Euronymous de s'emparer d'un couteau, mais celui-ci bifurque alors vers la chambre. Et là, l'imagination de Virkenes va s'emballer. Il est en paranoïa totale et il est persuadé que Euronymous veut le tuer. Et il se souvient, en une seconde, là, à ce moment-là, quand il voit Euronymous aller hyper vite vers la chambre, il se souvient que celui-ci avait raconté un peu partout avoir récupéré le fusil à pompe que Dead avait utilisé pour mettre fin à ses jours. Du coup, il imagine tout de suite qu'Euronymous est en train d'aller dans la chambre le récupérer parce qu'il serait potentiellement sous le lit. C'est un endroit assez commun pour cacher une arme à feu. En fait, il n'y avait pas de fusil chez Euronymous, mais ça, Varg ne le sait pas sur le moment. Pour essayer de l'empêcher d'attraper la potentielle arme dans la chambre à coucher, Varg va asséner un coup de couteau à Euronymous. Ça le fait bifurquer et se précipiter vers l'extérieur. Varg est quelqu'un qui se fait une conception très archaïque de la masculinité et voir Euronymous comme ça fuir, ça l'énerve encore plus parce qu'il trouve ça hyper lâche. Il le poursuit alors à l'extérieur et continue de le poignarder. Dans les parties communes de l'immeuble, il tombe alors sur Snor qui est en train de finir sa cigarette. Celui-ci, à la vue de Euronymous qui court vers lui en sang et complètement paniqué, forcément, il prend peur et il s'enfuit. Euronymous a alors continué à dévaler les escaliers des parties communes de son immeuble, sonnant à toutes les portes pour essayer de se faire aider, mais en ne s'arrêtant jamais parce qu'il sait qu'il y a Varg qui le suit, qui est juste derrière lui. D'ailleurs, Varg va lui donner de nouveau 3-4 coups de couteau vers l'épaule, ce qui va le déséquilibrer, le faire tomber contre un mur et lui faire briser une lampe dont les morceaux de verre vont se mettre un peu partout et ça va le blesser encore plus. C'est alors qu'Euronymous réussit enfin à se relever, mais Varg, pour l'empêcher de se défendre, décide de lui porter un coup final. Il va lui planter le couteau dans le crâne. Ça le tue sur le coup, il tombe au sol, dévale encore quelques marches alors qu'il est déjà mort. Varg va récupérer son couteau qui est coincé dans le crâne d'Euronymous. Il dira d'ailleurs que c'était un petit peu difficile de récupérer le couteau. Et il va retourner à sa voiture où Snor l'attend. Il lui demande de conduire mais va assez rapidement prendre le volant parce que son ami est trop bouleversé pour trouver son chemin. Varg conduit alors jusqu'à un lac où il va se débarrasser de ses vêtements. Il va les enrouler autour d'une pierre, puis les mettre très très loin dans le lac. Il va même nager pour aller vers le milieu du lac, pour aller mettre les vêtements tout au fond. Ils ne seront d'ailleurs jamais retrouvés par la police. Et il remplace ses vêtements ensanglantés par d'autres qu'il trouve dans sa voiture, des fringues qui ont été laissées par des amis. Et l'ironie veut que parmi ces fringues-là, il y ait un t-shirt du groupe Creator avec la mention « Pleasure to kill », plaisir de tuer. Et c'est ce t-shirt que Varg mettra. Arrivé à Bergen, Varg va déposer Snor, puis appeler un ami afin d'essayer de se forger un alibi. Ensuite, il rentre chez lui pour se coucher. À ce stade, Virkenes n'éprouve aucun remords. Il avait la sensation d'avoir agi presque en légitime défense tellement il était persuadé que Euronymous voulait le tuer. La nouvelle du meurtre d'Euronymous, qui est donc un musicien de 25 ans à l'époque, c'est quand même très jeune, fait très très grand bruit en Norvège parce que ce pays est vraiment peu habitué aux faits divers sanglants. Les médias parlent d'autant plus du meurtre d'Euronymous qu'il est le fondateur d'un mouvement, donc le black metal et le cercle noir,
qui fait peur à la population, qui en a déjà un petit peu entendu parler à cause des incendies d'église, et Euronymous est potentiellement impliqué dans ceci. La police soupçonne immédiatement Varg Vikernes, va l'arrêter, mais doit le relâcher assez vite faute de preuves. Les enquêteurs voient en Snorre une très belle opportunité de faire avancer assez vite leur enquête car celui-ci est très bouleversé, il est fragile, donc assez facile à faire parler. Au bout de quelques jours, Snorre va craquer et livrer Varg. Celui-ci est arrêté le 19 août 1993 à la sortie d'une boîte de nuit électro. Car celui-ci n'écoutait pas vraiment de black metal dans son quotidien, il n'aimait pas fréquenter les métalleux, il préférait fréquenter la scène techno, les filles étaient plus jolies paraît-il. C'est surtout la question de la préméditation qui va poser question. Varg, comme je vous ai dit, soutient qu'il s'est rendu chez Euronymous dans le seul but d'en finir avec les histoires de contrat et de potentiellement lui casser la gueule, mais pas plus. Pour appuyer ses dires, il explique que si ses intentions avaient réellement été meurtrières, il n'aurait pas laissé son vrai bon couteau dans la voiture. Par ailleurs, Vikernes va expliquer qu'il n'a pas de mobile pour tuer Euronymous. Euronymous lui devait de l'argent, c'était de notoriété commune, donc c'est une piste qui a très vite été évoquée. Mais Varg a expliqué que ça aurait été complètement stupide de sa part de tuer quelqu'un qui lui doit de l'argent, puisque c'est le meilleur moyen pour qu'il ne le lui rende jamais. Quand quelqu'un vous doit de l'argent, à la limite, si vous êtes un petit peu violent, bah vous lui tapez dessus pour qu'il vous rende vos sous. Mais si vous le tuez, ça va pas régler le problème. Varg explique aussi que ce n'était pas une question d'ego et de lutte de pouvoir interne au sein du cercle noir et de la scène black metal, puisque Euronymous était de moins en moins populaire, que les gens s'étaient détournés de lui et que Varg l'avait plus ou moins remplacé, qu'il était aux yeux de tous la nouvelle figure centrale, celui qui faisait vraiment preuve de courage dans la défense de son idéologie. Dernier mobile avancé par la police et rejeté par Varg, des histoires de filles. Varg explique que Euronymous n'avait pas de petite amie à cette époque et que lui en avait une, mais que, comme je vous ai dit, elle ne faisait pas du tout partie du milieu métal et qu'elle ne connaissait absolument pas Euronymous. Donc ça peut pas être ça. Malgré tout, la police ne croit pas à la légitime défense et pas non plus au crime impulsif. Ils estiment qu'il s'agit de quelque chose de préparé. Pour eux, Varg a cherché à se créer un alibi en faisant rester un ami chez lui à Bergen et en lui demandant de raconter qu'ils avaient regardé un film. Ils pensent aussi que Varg a demandé à cet ami de porter sa propre veste en cuir et de se balader comme ça dans Bergen pour faire croire qu'il était présent sur les lieux et aussi d'utiliser sa carte bleue. Tout ceci est donc réfuté par Varg, mais convaincra le tribunal. Faust est arrêté à peu près au même moment que Varg en août 93 et il avoue le meurtre de Magne Andreasen. Faust expliquera n'avoir absolument aucun regret, avoir agi par pulsion et que ce meurtre n'a aucun rapport avec la scène black metal. Il ne donnera pas de mobile mais niera en bloc avoir été motivé par le satanisme ou l'homophobie. Il écopera de 14 ans de prison, en fera 9 et sortira en 2003. Le 16 mars 1994, Varg Vikernes est condamné à la peine maximale en Norvège, soit 21 ans de réclusion. Il est reconnu coupable de l'assassinat de Øystein Ørstedt, Euronymous, ainsi que de l'incendie de 3 églises, ainsi que de vol. Varg Vikernes sera également condamné pour ce qu'a trouvé la police chez lui à son arrestation, c'est-à-dire 150 kilos d'explosifs qu'il comptait utiliser, selon la police, pour faire sauter dans un attentat la maison Blitz, c'est un point de ralliement de la jeunesse anarcho-communiste à Oslo. Snorre va écoper de 8 ans de prison pour complicité, même si Varg s'acharne à dire qu'il n'a rien à voir avec tout ça, il était juste là, il ne faisait qu'accompagner mais ne savait rien. En fait, Snorre s'est un petit peu impliqué lui-même en cherchant à tout prix à incriminer Varg. Du coup, il s'est lui-même livré en se plaçant sur les lieux et en donnant des témoignages qu'il n'était pas forcément obligé de donner. Le jour de la condamnation de Varg Vikernes, 2 églises sont incendiées en Norvège, probablement en signe de soutien. Varg n'a jamais reconnu sa participation dans les incendies d'églises,
mais il n'a pas non plus nié fermement, se contentant d'expliquer que la police n'avait pas de preuves pour l'incriminer. L'album de Mayhem, The Mysteries dom Satanas, sort enfin juste après la condamnation de Varg. La famille d'Euronymous va demander à ce que le groupe enlève les parties de basse enregistrées par Varg. Elhammer, le batteur qui savait aussi jouer de la basse a priori, promet à la famille de s'en charger. Mais il n'en fera rien, estimant qu'avoir la victime et l'assassin sur le même enregistrement était vraiment trop cool. En prison, Varg Vikernes continue de faire de la musique et il enregistrera 2 albums de Burzum composés entièrement au clavier, l'administration pénitentiaire lui refusant l'accès à une guitare ou à une batterie. Il créera aussi un jeu de rôle et écrira de nombreux livres sur l'histoire et la mythologie scandinave sous pseudo. Lors d'un transfert pénitentiaire en août 2003, Varg, avec l'aide de sa mère ainsi que d'autres personnes, réussit à s'évader. Il est repris par les autorités au bout de 19 heures. Il se trouvait au volant d'une voiture remplie d'armes. Il avait expliqué dans une lettre adressée à sa mère qu'il avait besoin de s'évader, que c'était une question de vie ou de mort, parce que des articles dans la presse avaient attiré l'attention sur lui de codétenus qui, du coup, voulaient sa mort. Une tentative d'évasion déjà en lien avec sa mère avait déjà été déjouée en 1997. Après plusieurs demandes de libération conditionnelle rejetées, il est finalement libéré en 2009, après avoir purgé 15 ans de sa peine. En prison, Varg Vikernes s'est marié avec Marie Cachet, une Française avec qui il aura d'ailleurs 2 enfants en prison. À sa sortie de prison en 2009, ils vont brièvement vivre dans une ferme en Norvège, mais Varg est très remonté contre la police et les médias norvégiens et il souhaite s'expatrier. Ils vont alors s'installer dans une ferme en Corrèze, à Salon-la-Tour. Bonjour. Où ils développeront un mode de vie survivaliste et élèveront leurs nombreux enfants. En 2013, Varg a fait les gros titres en France. Parce que la police française l'a soupçonné de préparer avec sa femme des actions terroristes. En fait, il était surveillé par l'antiterrorisme français après que celui-ci ait découvert son nom dans la liste des destinataires du manifeste d'Anders Breivik, le terroriste norvégien d'extrême droite ayant tué 77 personnes en 2011 donc. Varg réfutera toujours toute appartenance à un mouvement politique, préférant se situer religieusement dans la mouvance néo-païenne et odiniste, ce qui est plutôt d'extrême droite quand même en général, mais qui n'est pas de la politique en soi. Varg condamnera par écrit sur son blog les actions terroristes d'Anders Breivik. C'est d'ailleurs des articles de son blog qui vont lui valoir une descente musclée de la police française dans sa ferme de Salon-la-Tour en 2013. Les soupçons de terrorisme ne vont pas être étayés, les armes ayant été acquises légalement par Marie Cachet, sa femme, dans le cadre de leur mode de vie survivaliste. C'est complètement logique d'avoir des armes quand vous êtes survivaliste puisqu'il s'agit de vous nourrir vous-même. Donc il faut bien en avoir pour aller tuer des animaux dans la forêt. Varg écopera cependant de 6 mois de prison avec sursis ainsi que d'une amende de 8 000 € pour incitation à la haine raciale suite à des propos tenus sur son blog. Mayhem s'est reformé en 1995 à l'initiative de Elhammer et Necro Butcher qui se sont retrouvés lors des funérailles d'Euronymous. D'abord avec Maniac au chant, puis à partir de 2004 avec Attila. Ils continuent aujourd'hui de sortir des albums et de donner des concerts à travers le monde. Et ils en donnent aussi en France puisque je les ai vus il y a 2-3 ans et c'est là que j'ai acheté mon bonnet Mayhem. Anecdote intéressante, dans une interview vers 2018-2019, Necro Butcher a déclaré qu'à l'époque où Varg a tué Euronymous, il avait lui-même l'intention de le tuer. Et vu comment il le dit, on n'a pas l'impression que c'était une petite idée qui lui trottait derrière la tête. On a vraiment l'impression qu'il avait un plan et qu'il s'apprêtait à passer à l'acte, mais que Varg lui a coupé l'herbe sous le pied, si vous voulez. L'ambiance, elle était sympa quand même.
Le black metal est aujourd'hui un des sous-genres de métal extrême les plus populaires. Et ce style qui se voulait de base repoussant, effrayant et complètement élitiste est aujourd'hui joué par des groupes à travers le monde et apprécié par des fans partout. Le black metal a aujourd'hui un succès que personne, pas même Euronymous qui pourtant avait de très grands projets, n'aurait pu prédire. C'était très long, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai adoré faire cette vidéo, mais c'était un petit peu fatigant. Je présente mes excuses aux oreilles les plus sensibles car j'ai massacré un nom tout le long de la vidéo. Je dis Varg Vikernes ou Virkenes alors que c'est Vikernes. Je pense que vous saurez m'excuser. N'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu, laissez le petit pouce. Évidemment, c'est hyper important pour l'algorithme si on veut que la chaîne monte un peu. Si les événements relatés dans cette vidéo vous ont intéressé, je ne peux que vous conseiller de regarder le film Lords of Chaos. C'est une production britannique de 2018, mais ça a été réalisé par un Suédois, par Jonas Åkerlund. Ce mec-là était un proche de la scène black metal de l'époque. Alors après, je préfère préciser que le film n'a pas été bien reçu par les protagonistes eux-mêmes. Par Varg, par Necrobutcher, enfin, personne ne l'a validé. Ils sont tous plus ou moins à dire que tout est faux dedans. Après, il faut toujours prendre avec des pincettes. Hein. Les gens, quand on fait des films sur eux et qui disent que tout est faux, ça peut aussi être pour attirer encore plus l'attention sur le film. On sait jamais. Et puis de toute façon, dans toute l'histoire que je vous ai racontée dans cette vidéo, il y a évidemment des éléments qui sont difficilement vérifiables, vous avez bien deviné. Quoi qu'il en soit, moi j'ai adoré ce film, ça m'a beaucoup ému de le voir, tout simplement parce que ça concernait cette histoire qui, comme je vous ai dit en tout début de vidéo, a vraiment marqué ma jeunesse. Donc le pouvoir mettre des images sur des choses que je m'étais imaginées pendant des années quand j'étais jeune, c'était assez émouvant quand même. En plus, le casting est assez sympa. Euronymous est interprété par le frère de Macaulay Culkin, Rory Culkin. Dead, c'est le fils de Val Kilmer. Et globalement, c'est un film extrêmement léché avec une très belle image. C'est assez violent par contre, mais je pense que vous aviez deviné. Bref, je vous le conseille. Mais surtout, je vous conseille le livre sur lequel ce film est basé, qui s'appelle aussi Lords of Chaos. Ça, je l'ai lu vers 2010-2011. C'est vraiment la source principale d'informations sur tous ces événements. C'est ce qu'il y a de plus complet. C'est aux éditions Camion Noir et cette lecture, je vous la conseille très vivement si vous êtes intéressé par la scène black metal et ses péripéties. Encore une fois, j'espère vraiment que ça vous a plu. C'était long et pénible, donc j'espère qu'au moins ça va être agréable à regarder. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo True Crime. Allez, ciao!